Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo, la peur, mode d'emploi. Nous allons aborder ensemble ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous avons peur. Pour cela, on va accompagner une jeune femme dans la rue pour comprendre comment ça se passe. Tranquillement, elle rentre chez elle à la tombée de la nuit, et après avoir tourné au coin de la rue, elle se rend compte que l'ombre d'un tigre apparaît sous ses yeux. D'un coup, son cerveau interprète un danger vital. La peur surgit en quelques millisecondes et une succession d'informations physiologiques, psychiques et émotionnelles se mettent en place. On va donc faire un petit zoom dans son cerveau pour comprendre ce qui s'y passe. Voici donc le cerveau, comme si nous avions coupé entre les deux yeux. À notre gauche, nous avons l'avant du cerveau et à notre droite l'arrière du cerveau. Au niveau de la base du crâne, donc à l'arrière, nous avons le cerveau reptilien. Cette partie du cerveau est mature dès la naissance, ce qui permet au bébé de survivre. Pour cela, il utilise ce qu'il sait faire de mieux, les pleurs, ce qui permet à l'adulte référent de venir et d'aller chercher le besoin présent derrière, comme la faim, la couche sale, le besoin de câlin ou toute autre chose. Le cerveau reptilien gère, lui, les fonctions vitales comme la respiration, l'équilibre, la faim, la satiété, le sommeil et toutes les fonctions physiologiques de base. C'est cette partie-là qui vient également nous protéger avec un mode de survie par défaut. Ces trois modes de survie sont combattre, ce que je peux surnommer moi le mode Rambo ou le mode Hulk pour les plus jeunes. Le corps se mobilise vraiment pour se battre. Fuir, là c'est plutôt le mode Usain Bolt ou Flash, les jambes sont prêtes pour faire un sprint. Se figer, ici on retrouve plutôt le mode opossum de l'âge de glace, qui tétanisé ne bouge plus. Dans tous les cas, le corps se mobilise. Le cœur pompe le sang plus vite, ce qui donne une sensation d'accélération cardiaque, ce qui permet d'envoyer le sang dans les bras et les jambes pour soit combattre, fuir ou se rigidifier pour se figer. La respiration s'accélère pour aider le sang et le cerveau à être oxygénés. Et dans les cas de crise d'angoisse générée par la peur, on retrouve parfois la sensation que l'on va tomber dans les pommes, car le cerveau est moins irrigué en sang, ce qui donne une impression de vertige, voire même dans certains cas l'impression qu'on va mourir. Ce qui n'est pas possible, parce que dans cette situation, le corps est vraiment en mode survie à tout prix. Et en parallèle, on a certaines hormones qui sont sécrétées, comme le cortisol et l'adrénaline. C'est la partie du cerveau qui va répondre le plus rapidement à la situation de stress, d'angoisse ou de peur. Parallèlement, on va retrouver le cerveau limbique, qui lui va traiter d'autres informations. C'est également ce que l'on appelle le cerveau émotionnel. Comme son petit surnom l'indique, il va gérer lui de son côté les émotions. C'est un peu comme le QG émotionnel dans le film d'animation Vice-Versa. Cette partie du cerveau se connecte vers 6-7 ans, ce qui permet aux enfants de se stabiliser au niveau émotionnel. Avant cela, c'est la période de frustration extrême, avec notamment la phase d'opposition de la petite enfance entre 2 ans et 4-5 ans. Pour cette période-là, il est normal d'observer une difficulté à attendre. C'est pour cela qu'en général, les enfants que l'on peut voir faire une crise de nerfs dans un magasin ont souvent moins de 6-7 ans. Cette connexion au niveau limbique permet donc, à partir du CP environ, aux enfants de se poser un peu plus. Le cerveau limbique va être complètement mature en moyenne vers 15 ans, ce qui correspond à peu près à la période entre le collège et l'arrivée au lycée. Cela explique d'ailleurs en partie le fait que les collégiens sont souvent beaucoup plus submergés par leurs émotions. En parallèle, ils vivent une multitude de changements physiologiques, hormonaux et psychiques à ces âges-là, ce qui fait que les émotions se bousculent. Il n'est donc pas rare d'avoir des adolescents avec des crises de larmes importantes, même parfois sans raison, ou alors des crises de colère aussi parfois disproportionnées. Le cerveau limbique, lui, gère donc les émotions, la mémorisation, les apprentissages, mais aussi vient réguler les décisions prises par le cerveau reptilien. En état de stress, comme on l'a vu, le cerveau reptilien agit en premier en quelques millisecondes. En parallèle, notre cerveau limbique vient chercher dans notre bibliothèque de souvenirs pour voir si nous avons déjà vécu la situation ou non, et si c'est dangereux ou pas. Par exemple, la jeune fille, quand elle avait 2 ans et demi, se baladait avec ses parents et tout d'un coup, elle se retourne et se retrouve face à un husky. Bien évidemment, d'être face à un animal qui fait à peu près notre taille, c'est pas très rassurant. Ses parents ont également très peur des chiens. Une empreinte se fait dans son cerveau, comme quoi c'est sacrément dangereux. Donc son cerveau limbique, au moment où elle voit cette énorme ombre devant elle, va interpréter la situation comme super méga dangereuse. Elle envoie alors un message au cerveau reptilien pour lui dire de mettre la sauce et de continuer à être en mode survie parce que c'est un danger vraiment super vital. Au contraire, si on en revient à l'événement du husky à 2 ans et demi, ses parents connaissent le langage des chiens et ont vu qu'il n'était pas du tout méchant. Ils la rassurent et en grandissant, elle n'a pas peur du tout. Donc dans la situation de l'ombre,
Elle va avoir tendance à être un peu plus confiante et son cerveau limbique va envoyer un message comme quoi tout va bien, c'est juste une ombre. Et le cerveau reptilien va tranquillement se calmer. On va maintenant continuer notre petit voyage dans le cerveau et parler du néocortex. Celui-ci, il est mature en moyenne vers 25 ans. Ça paraît en général assez étonnant. Mais si vous avez plus de 25 ans, peut-être que vous pouvez le sentir dans votre manière d'appréhender le monde ou dans vos réflexions. Généralement, nous prenons moins de risques passé un certain âge. Par exemple, il est possible qu'en tant qu'adolescent, vous ayez adoré les fêtes foraines et les manèges à sensations. Souvent, passé un certain âge, l'idée de se retrouver la tête en bas ou d'être ballotté de gauche à droite ne donne plus du tout envie. On a également souvent tendance, en général, à plutôt aller vers des besoins de sécurité matérielle différentes, et c'est souvent les moments où l'on commence à être complètement autonome et indépendant. Bien évidemment, les âges donnés sont des moyennes, cela veut dire qu'il y a des personnes qui ont une maturation cérébrale plus précoce et d'autres plus tardive. Cette partie du cerveau est ce qui nous rend humains. Nous sommes l'espèce animale qui ont le néocortex le plus développé, ce qui nous permet de réfléchir, d'analyser les choses et de rationaliser et surtout de parler. Chez certains grands singes, cette partie peut également être développée plus que d'autres espèces animales, et certains ont même la capacité de pouvoir parler en langage des signes si on leur apprend, mais par contre ils n'ont pas la capacité de vocaliser les sons. Il est généralement possible qu'ils soient plutôt sur une analyse concrète des choses et non abstraite. Dans cette partie-là, on va se centrer sur le cerveau frontal, qui est, comme son nom l'indique, au niveau du front et qui gère spécifiquement la prise de décision, ainsi que l'inhibition de nos comportements. Par exemple, parfois on commence une action et d'un coup on se dit que ça sert à rien. Donc cette partie du cerveau nous permet de l'arrêter en cours de route. Le problème, c'est qu'en état de stress, nous n'avons pas accès à cette partie du cerveau. C'est un peu comme Daniel Siegler quand il parle du cerveau comme d'une maison. À la cave, nous avons le cerveau reptilien, au rez-de-chaussée, le cerveau limbique, et à l'étage, le cerveau frontal. En cas de stress, nous n'avons pas accès aux escaliers pour aller à l'étage. Il est comme court-circuité, nous n'arrivons plus à réfléchir. Pour réussir à reconnecter son cerveau frontal, il est nécessaire d'aller à la cave, même si ça fait un peu peur. Le cerveau reptilien, lui, ne connaît que les fonctions physiologiques. Il a donc besoin que nous passions par le corps pour être capable de le rassurer. Pour cela, vous pouvez aller piocher dans la boîte à outils et trouver le ou les outils qui vous parlent le mieux. Cela peut être le fait d'utiliser la respiration, comme la cohérence cardiaque, d'aller faire du sport, de chanter, de créer quelque chose, de simplement se redresser car nous avons tendance, pour protéger nos organes vitaux, à nous courber. Le simple fait de se redresser montre au cerveau reptilien qu'il n'y a pas de vrai danger vital. Après avoir réussi à calmer le reptilien, il est possible de remonter au rez-de-chaussée pour se demander quelles étaient les émotions présentes. Ici, la peur, et d'aller observer derrière quel est le besoin. On peut imaginer que c'est un besoin de sécurité qui soit présent. Et donc, comment répondre aux besoins de sécurité? Ici, ça peut être simplement de prendre en compte un peu la situation dans son ensemble et de voir que les phares de la voiture ont projeté une ombre surdimensionnée. Qu'en fait, c'est qu'un chat. Le fait d'être clair sur nos besoins permet de débloquer les escaliers menant à l'étage pour activer la fonction analyse, réflexion du cerveau frontal et de se poser la question: qu'est-ce qui s'est passé dans la situation et comment je peux faire autrement la fois prochaine? Une fois que le cerveau a réussi à se calmer, les choses se remettent en place rapidement et la jeune femme peut repartir plus tranquillement. Merci d'avoir visionné cette première vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche et à partager au plus grand nombre. C'est en comprenant ce que nous vivons que nous pouvons réellement devenir acteurs de notre vie.